Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la magie de la télé Global Télévision GTV. Bienvenue, les titres de ce 20h. Cri de cœur des pêcheurs qui s'activent à Joal. La sortie du ministre de tutelle Fatou Diouf qui interdit la pêche monofilament n'est pas du goût de ces derniers. Face à la presse seule, il parle de manque de communication entre les ministres et les acteurs. Vous entendrez les explications de ces pêcheurs en début d'édition. Nous allons aussi parler du dialogue sans frontières initié par la Fondation Kodnar Adenauer et Timbuktu Institute à Tambacounda. L'objectif de ce dialogue est d'asseoir une cohésion sociale entre acteurs pour bâtir une sécurité collective. À ce sujet, vous aurez la réaction de Dr Bakary Sam, directeur de Timbuktu Institute. Et puis, Pape François a reçu ses dernières adieux ce samedi. Les funérailles se sont tenues ce matin au Vatican. Les détails, c'est avec Aïssatou Ba en fin d'édition. Voici les titres de cette édition. Tout de suite, les développements. Grogne des pêcheurs qui s'activent à Joal. Ces derniers sont très remontés après la sortie du ministre de la Pêche Fatou Diouf qui interdit la pêche monofilament. Ces pêcheurs disent ne pas être d'avis du propos du ministre de tutelle qui parle de dangers liés à l'utilisation de ces filets. Face à la presse, ces derniers ont également déploré un manque de communication entre les ministres et les acteurs. Modofal Cissé s'est prononcé au micro de Aïssatou Assoussou et Ousmane Bitey, nous l'écoutons. Nous avons sorti pour manifester notre mécontent dans la dernière sortie ministérielle. Dans la dernière sortie ministérielle qui a dit que les monofilments, on avait interdit depuis 2015. Non, nous ne sommes pas d'accord avec le ministre. Elle a dit que le monofilament a fait des impacts négatifs dans l'environnement. La loi a été votée, je crois que 2015. Mais maintenant, il avait abrogation. Mais nous voulons les pêcheurs. Nous voulons les pêcheurs qui pêchent avec le monofilament. Il faut qu'on ait un autre contre-expertise. Parce que la technologie... Démontrer le contraire de ce que le ministre a fait. Oui, nous voulons démontrer le contraire que ce que le ministre a fait. Parce que le monofilament ne fait pas des impacts négatifs dans l'environnement. Nous avons fait beaucoup de démarches. Je crois que depuis le mois d'août ou bien septembre, nous avons fait des démarches pour voir le ministre, mais il nous avait présenté son directeur de pêche. Mais jusqu'à alors, les dossiers se sont dans les trois. On n'a pas encore compris. Mais maintenant, nous voulons préparer une grande manifestation pour qu'une journée nationale des pêcheurs artisanaux qui pêchent avec le monofilament. C'est ça que... Plusieurs jeunes Sénégalais formés dans les domaines de broderie, du modélisme, du tissage et de la poterie ont exposé vendredi leurs produits au village Loro à Dakar. Ces jeunes sont des bénéficiaires de formations offertes et encadrées par le Fonds de financement et de la formation professionnelle et technique 3FPT. Cette initiative vise à promouvoir l'artisanat et la formation professionnelle dans l'objectif de contribuer au développement durable du Sénégal. Écoutons à ce propos les explications du ministre Moustapha Ndiek Sarré et Dr Babou Amadouba, directeur général du 3FPT au micro de Ndele Ndiaye. Moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du village Loho, un événement unique, inspirant et profondément tourné vers l'avenir. Ce village n'est pas simplement une exposition de talent. C'est un espace vivant où se rencontrent l'innovation, la tradition et la jeunesse. Il symbolise notre volonté d'insuffler un nouvel élan à l'artisanat d'art au Sénégal en le plaçant au cœur de notre stratégie de formation professionnelle et de développement économique. L'OHO a pour vocation principale de valoriser le métier de l'artisanat sénégalais à travers la formation professionnelle et technique. Ainsi, avec l'OHO, on offre des formations innovantes, un accompagnement technique et financier. Donc à travers 4 filières, broderie, couture, textile et bouterie, nous avons essayé de mettre en mieux l'alliance subtile entre tradition et modernisme, ainsi que
culture et innovation. Mesdames et messieurs, en tant que ministre de la formation professionnelle et technique, je suis convaincu que pour construire un Sénégal prospère, nous devons miser sur notre jeunesse. Cela signifie des formations de qualité adaptées aux réalités du marché du travail. Cela signifie aussi ouvrir les portes de filières souvent oubliées, mais riches d'opportunités comme celles mises en valeur ici, la broderie, le modélisme, le tissage et la botterie. Parlons à présent de l'Observatoire de la qualité des services financiers OQSF et la direction des assurances DEA qui ont co-organisé un atelier technique de restitution des résultats de l'enquête de satisfaction auprès des usagers du secteur des assurances. À cette occasion, le secrétaire exécutif Mamadou Diagne a fait savoir que le Sénégal s'est beaucoup amélioré sur la question, aussi bien en Afrique que dans la zone UEMOA. Selon lui, les efforts doivent encore être redoublés pour de meilleurs résultats dans l'assurance. Il s'est exprimé au micro de Assousso Ousmane Bitey. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est le secteur des assurances qui nous réunit. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y a des chiffres. Il y a une progression quand même du chiffre d'affaires des compagnies d'assurance qui est passé de 243 milliards à 274 milliards et se situe actuellement à 290 milliards environ en 2024. Donc une progression effectivement de pratiquement 10% ces dernières années. J'ai parlé tantôt d'éducation financière. Il faut que les populations soient éduquées. Il faut que les populations comprennent l'importance de l'assurance, comment l'assurance peut les protéger. Il faut aussi qu'on comprenne que, heureusement, les hautes autorités du pays ont beaucoup insisté pour que l'assurance soit plus prise en compte. Là, on a un secteur qui apporte beaucoup, surtout en termes de capitalisation, en termes d'épargne. Donc il y a aussi les compagnies d'assurance qui peuvent faire encore des efforts concernant le règlement des sinistres, les délais de règlement des sinistres, etc. Donc tout ça, c'est dans le rapport qu'on va partager avec les spécialistes du secteur. En collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, Timbuktu Institute mène des séries de rencontres dans le cadre des dialogues sans frontières pour bâtir une résilience inclusive. Ainsi, Tambacounda, de par sa position, la question sécuritaire était au menu des échanges avec la présence des forces de défense et de sécurité et des enseignants, Badjanogor, leader d'association. L'objectif est d'asseoir une cohésion sociale entre acteurs pour bâtir une sécurité collective. Dr Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute, s'est exprimé au micro de Amadou Diallo. Nous l'écoutons. Nous menons aujourd'hui cette sensibilisation dans le cadre du séminaire de dialogue sans frontières pour une résilience inclusive, un projet financé par l'Union européenne, mise en œuvre par la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec le Timbuktu Institute. Nous sommes là à Tambacounda où nous avons démarré dans cette région cette sensibilisation, mais aussi Tambacounda symbolise la région frontalière qui n'est pas loin du Mali. En parlant aux populations pour leur dire que la question de la sécurité, la sécurisation de nos frontières est certes assurée par nos forces de sécurité et de défense avec le renforcement des dispositifs comme le camp de Goudiri et d'autres dispositifs, les Garci, mais aussi c'est l'affaire de toute la population qui doit se mobiliser dans une parfaite collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre d'une sécurité collective. Vous savez, le dialogue est une caractéristique co-substantielle à la société sénégalaise. On dit d'ailleurs qu'il n'y a point de malentendu, il n'y a qu'une absence de discussion. Donc je pense que notre pays est habitué à opérer des dialogues politiques, des dialogues aujourd'hui sécuritaires, mais je pense que c'est dans une dynamique positive de pacification de l'espace politique d'abord, mais aussi de pacification de nos liens pour se mettre ensemble en face de tous les défis qui nous interpellent, autant des défis de développement, autant aussi des défis sécuritaires lorsque la sous-région aujourd'hui est dans un contexte assez difficile où le Sénégal est entouré par cette ceinture de feu. Nous devons regrouper, rassembler en tout cas nos efforts, se concentrer.
Et puis, les funérailles du pape François, mort le 21 avril dernier, se sont tenues ce samedi matin au Vatican. Après une messe sur la place Saint-Pierre, le cercueil du pape a ensuite été transféré vers la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome après une procession dans les rues de la ville éternelle. Le souverain pontife a ensuite été inhumé lors d'une cérémonie privée, nous dit Aïssa Touba. Après une procession à travers les rues de Rome, le pape François a été inhumé lors d'une cérémonie privée présidée par le Camerline Canfin Farrell qui assure actuellement l'intérim à la tête de l'Église. Son souhait a été accompli. Désormais, le pape François repose dans la basilique de Sainte-Marie Majeure, la plus ancienne église dédiée à la Vierge. 7 autres papes y reposent. Le dernier, c'était Clément IX en 1669. Le souverain pontife avait un attachement remarquable pour cette église. Au lendemain de son élection en 2013, il s'y était rendu. C'est des funérailles pleines d'émotion et de tristesse. Plus de 400 000 fidèles ont assisté aux obsèques du pape François dans les rues de Rome ce samedi 26 avril. Une cérémonie privée marquée par des témoignages venant des ministres, chefs d'État et autres personnalités. Ces autorités ont salué l'engagement du pape François en faveur de la paix et à destination des plus démunis. La mort du pape survient au Vatican le 21 avril 2025, jour du lundi de Pâques, alors qu'il est âgé de 88 ans. Et après 12 ans de pontificat, le pape François est le premier pape non européen depuis le 6e siècle. Jorge Mario Bergoglio s'est tu à jamais. D'autres messes auront lieu cette semaine en hommage au souverain pontife. Des offices seront tenus tous les jours jusqu'au 4 mai. Les fidèles pourront se recueillir dès ce dimanche matin sur la tombe du pape François à la basilique Sainte-Marie Majeure, avait annoncé dans la semaine le Vatican. Nous restons dans le même siège, cette fois-ci pour parler de la rencontre entre les présidents américains Donald Trump, ukrainien Volodymyr Zelensky, français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer qui ont eu un échange positif sur l'Ukraine ce samedi 26 avril à Rome en marge des funérailles du pape François, a annoncé l'Église. Je confirme qu'il y a bien eu un échange du président avec M. Trump, M. Zelensky et M. Starmer et qu'il a été positif, a indiqué un conseiller de l'Église cité par l'AFP. Et puis, une puissante explosion s'est produite samedi 26 avril en Iran dans un important port commercial du sud du pays, a rapporté la télévision d'État et ajoutant que la cause du sinistre n'est pas connue. Une puissante explosion s'est produite dans un quai du port de Shahid Raja, situé à plus d'1 millier de kilomètres au sud de la capitale. Téhéran a déclaré un responsable de l'administration portuaire, Esmail Malekizadeh, à la télévision d'État. L'explosion a fait au moins 406 blessés selon la télévision d'État iranienne qui n'a pas donné dans l'immédiat de précision sur l'origine du sinistre. Nous parlons du sport. Au total, plus de 300 athlètes venant de 20 pays prendront part à la 12e édition du meeting international d'athlétisme de Dakar, prévu pour le 24 mai prochain. Cet événement qui a pour thème athlétisme à l'école vers les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se tiendra au stade Léopold Sédar Senghor pour marquer la réouverture de ce joyau. L'objectif de ce meeting est d'initier les jeunes aux disciplines de l'athlétisme dès l'école. Selon Sarah Ouli, présidente de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, tous les moyens seront mis pour le bon déroulement de ce programme. Écoutons à ce propos quelques explications au micro de Amsatou Kano. Le meeting va retrouver
le mythique caractère du stade Léopold Senghor. Rénové avec une piste flambant neuve, le meeting de cette année se tient à quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Ce qui veut dire que c'est un prétexte pour nous de réserver des épreuves pour la petite catégorie, pour une sorte de mise en jambe. L'athlétisme à l'école, c'est un passage forcé. Je pense qu'avec le meeting d'aujourd'hui et le thème qu'on a choisi, nous allons nous investir au niveau des écoles en termes de mobilisation. En se référant sur le cahier de charges, nous devrions avoir 50% des athlètes issus du continent. Et maintenant, en prenant ces 50% d'athlètes issus du continent, nous sommes en train de démarcher les champions d'Afrique en titre. Et sur ces champions d'Afrique en titre, je rappelle que les 3 sont du Sénégal déjà. Nous n'allons pas nous limiter sur ces épreuves classiques, parce qu'habituellement, on proposait des épreuves où il y avait les internationaux. Et après, maintenant, les meilleurs Sénégalais, on les mettait dans des épreuves qu'on appelait les séries B. Et cette fois-ci, nous n'allons pas présenter de série B. À la place des séries B, nous allons nous centrer sur la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Après l'élimination des U17 au tir au but face à la Côte d'Ivoire lors de la CAN U17, le Sénégal vient de s'incliner face à la Tanzanie ce samedi en finale du championnat d'Afrique de football scolaire 2025. Encore au tir au but 3-2 face à la Tanzanie. Malgré un parcours impressionnant avec une qualification en demi-finale face à l'Ouganda, victoire 5-5 au tir au 6-5 au tir au but et une première place dans leur groupe. Les Lionceaux U10, U15 n'ont pas réussi à décrocher pour la première fois de leur histoire la coupe de ce championnat réservé aux moins de 15 ans. Ainsi, la Tanzanie conserve sa couronne et devient championne d'Afrique une deuxième fois successive. C'est cette page sportive qui met fin à ce 20h présenté par Abdoulaye Dieye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe à la coordination et la réalisation, à la partie technique Mamour Dem, Moussa Diouf au montage, Khalifa Ababakar Mansour Ndiaye Daoudé sous la supervision d'Ali Mangassa. Merci aussi à toute la rédaction. Bonne suite des programmes et bon week-end à tous et à tous.